de développement local. Nous accueillons donc deux personnes ce soir. Céline Burgère qui est ATER, donc attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'IATER, donc l'Institut d'aménagement des territoires, d'environnement et d'urbanisme de l'Université de Reims, et au laboratoire Habité, qui est docteur, qui a fait sa thèse sur l'éolien et les questions de développement durable, en fait les politiques qui sont liées à l'éolien, des questions de développement durable en Champagne-Ardenne. Et nous accueillons également M. Mathieu Sénégas, qui est au sein de l'association ANPCEN, qui est l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Et donc qui nous présentera le lien entre cette association et cet objet-là éolien, puisque a priori le lien n'est pas forcément direct, la question du nocturne et de l'éolien, et les questions de durabilité et de développement local aussi, vous alliez traiter. Je vous laisse la parole en fait en premier, et puis on aura la parole ensuite à Céline Burgère, mais si vous voulez échanger aussi entre vous, il n'y a pas de souci. Bon, le but, ce sera d'ouvrir le débat assez rapidement. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà discuté de ce sujet éolien, peut-être lors de réunions locales, préalables à une implantation ou autre. Je ne sais pas s'il y a des farouchement opposés et des farouchement pour. C'est bien pour un débat, qu'on ne soit pas tous d'accord sur le fait qu'il n'en faut pas, puis sinon c'est pas un débat. Voilà. Donc, moi, voilà, je suis de formation d'ingénieur en production. Je travaille dans le domaine particulier là, actuellement de l'automobile, mais pour divers sujets d'informatique, etc. J'ai une façon de penser par rapport à l'usage de l'énergie qui est un certain respect par rapport à tout ça, y compris par rapport à la nature, par rapport à notre trace qu'on peut laisser dans la nature. Le fait que quand j'ouvre un robinet d'eau, on est en France, on a la chance d'avoir une eau de bonne qualité, c'est déjà aussi quelque chose de fabuleux. On allume quelque chose chez soi, ça s'allume, on a de l'électricité 24 heures sur 24. Tout ça, c'est un luxe énorme. Voilà. Mais il faut savoir que ce luxe-là a des contreparties. Voilà. Contrepartie, ça va être pour l'eau, un prix de traitement de l'eau, c'est ce que vous payez sur votre abonnement, mais de manière antérieure à tout ça, c'est toute cette préservation de cette ressource d'eau. Voilà. Y compris pour l'électricité, y compris pour le pétrole qu'on utilise dans nos voitures habituellement, tout ça. Donc voilà, j'ai un mode de pensée par rapport à du développement durable et local qui, moi, me pousse à essayer de faire des efforts. Personne n'est parfait, je ne le suis pas, simplement je cherche à essayer d'aller de l'avant, et donc je me suis intéressé à toutes ces sources-là de production d'énergie, de méthodes de consommation, de choses alternatives. En habitant dans l'Aisne, on s'est rapidement confronté au fait que on voulait installer des éoliennes un petit peu partout, et donc je me suis rapidement intéressé de ça au niveau local dans la région où j'habite, qui est autour de Guise. Donc ça m'a amené à rencontrer Céline lors d'une réunion en particulier, et voilà, donc elle m'avait proposé de venir ici. J'ai étudié plus les éoliennes aussi du point de vue de l'association de la NPCEN qui cherche à protéger la biodiversité nocturne, le ciel, pour l'observation du ciel, et à participer au Grenelle de l'environnement pour tout ce qui a été justement limitation des nuisances lumineuses nocturnes, avec l'arrêté en particulier du mois de juillet dernier qui oblige les façades des bâtiments à être éteints à partir de 1 heure après la fermeture ou à partir d'1 heure du matin dans certains cas. Donc voilà, ça a été en partie fait par cette association-là. Sur l'aspect maîtrise de la consommation énergétique de nuit, parce qu'on sait que ça représente une quantité très importante, le nombre de lampadaires en fait, qui sont allumés en permanence pour souvent personne qui en a besoin. Et après, il y a aussi le ressenti, alors là où on essaie nous d'agir gratuitement, bénévolement auprès des communautés de communes, au niveau des maires, pour essayer justement de faire éteindre les lampadaires une partie de la nuit, rencontre des fois des difficultés de personnes qui ont un sentiment d'insécurité. Voilà, donc il faut arriver vraiment, et c'est pareil pour l'éolien, à faire la différence entre des sentiments et des cas réels de nuisances éventuelles ou autres. Je me suis intéressé moi aux éoliennes en particulier pour l'observation nocturne du ciel, en tant qu'astronome amateur aussi, les éoliennes ont des flashs lumineux, blancs de jour qui font 20 000 candélas, rouges de nuit qui font 2000 candélas. C'est récent, et à une époque, l'alternance n'était pas obligatoire, il pouvait rester blanc de nuit, ça restait très lumineux, ça génère un phénomène stroboscopique éventuel,
lumière qui peut être assez gênant. Je me souviens d'éoliennes qui étaient mal réglées. Chez un ami, on était en train d'observer, on voyait notre ombre projetée sur le mur de sa maison à chaque flash d'éolienne, qui était pourtant à plusieurs kilomètres. D'accord. Mais dire quand on observe, on a les yeux qui sont adaptés et ça joue. En termes d'observation photographique du ciel ou autre, les éoliennes n'avaient pas d'impact en termes de luminosité. On est allé faire des photos au pied d'éoliennes, ça avait même un aspect esthétique, parce que c'est vrai que ça peut avoir un aspect esthétique une éolienne. Quand on recherche ce but-là, par contre, c'est vrai que j'ai des éoliennes pas immédiatement à proximité de chez moi, mais à quelques kilomètres, et que ce soit donc pour moi ou pour les personnes qui habitent à cet endroit-là, ne subissent que des nuisances. Voilà. Donc je ne sais pas si Céline si elle voudra plus détailler un peu ces nuisances-là, mais c'est vrai que les nuisances, on les connaît dès qu'on s'approche et qu'on reste quelques heures à côté d'une éolienne. C'est une part des choses. C'est-à-dire qu'il y a ces nuisances-là, mais il y a en fait toutes les nuisances que moi j'appelle nuisances sociales, qu'on oublie derrière ça, qui est que quand un projet d'éolien se monte à proximité d'une commune, on fait des discussions, des réunions publiques, une enquête publique, il y a des gens pour, des gens contre, des agriculteurs qui vont accueillir les éoliennes sur leur territoire, de l'argent qui est promis à la commune. Tout ça, ça crée d'énormes tensions sociales entre les gens qui n'en veulent pas, les gens qui vont en profiter, etc. Et c'est énorme dans un projet d'implantation d'éoliennes, ce point d'acceptabilité sociale, de nuisance sociale que peut avoir un projet éolien. Et donc, moi j'ai été confronté dans ma commune donc à ça. Ça a généré des tensions très importantes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de projet éolien immédiatement proche, mais on a déjà une cinquantaine d'éoliennes à quelques kilomètres de chez nous. Et tout se discute, c'est-à-dire que je suis prêt à accepter les éoliennes dans certaines conditions. En particulier la condition d'éloignement des habitations, qui pour moi est un élément principal, déjà, parce qu'il n'est pas question d'accepter un outil qui est pourtant nécessaire. Il faut produire de l'énergie, si possible de l'énergie renouvelable, parce qu'on en consomme, et parce que la première chose à faire, ce sera quand même d'essayer d'en consommer le moins possible. Donc il est vrai que moi je vais beaucoup plus vers des politiques de l'habitat, qui consistent à isoler les maisons, améliorer les systèmes de chauffage, VMC double flux, pompe à chaleur, géothermie, qui sont des systèmes qui permettent en plus d'améliorer l'état de la maison, potentiellement d'en augmenter la valeur. D'accord ? Totalement l'inverse d'une éolienne, qui si une éolienne s'installe à 1 km de chez vous, vous êtes sûr que votre habitation, et ça a été le cas, ça a été constaté maintenant, et il était dans un très récent débat parlementaire et au Sénat prévu de généraliser une indemnisation potentielle pour les gens qui allaient avoir des parcs éoliens à proximité, et ça tendrait à être supprimé. C'est-à-dire qu'ils voulaient établir un barème d'indemnisation pour les gens à proximité de l'éolienne, et ça serait éliminé. Comme est en train d'être éliminé l'aspect des distances, justement, qui pour moi est un élément très important. Il y avait dans la précédente loi une distance minimale de 1000 mètres qui avait été donnée par rapport aux habitations. Et il y a un dossier de l'hygiène qui est paru il y a assez peu de temps, je crois fin février, qui indiquait que si on laissait cette barrière-là de 1000 mètres, on allait en fait empêcher énormément de projets éoliens de s'implanter. Et donc, il était conseillé de la ramener à 500 mètres, et notre cher ministre de l'écologie est tout à fait d'accord avec ça, l'a fait passer au Parlement, le Sénat vient de le retoquer. Mais ça passera au Sénat, et ça je pense que c'est un des points sur lesquels il faut énormément se battre, parce qu'ils veulent pouvoir donc installer à 500 mètres des habitations. D'accord ? Ce qui veut dire 500 mètres des habitations, pour vous donner un ordre d'idée, d'une éolienne qui fait 120 mètres de haut, c'est à peu près la distance que vous avez entre votre petit doigt et votre pouce, à bras tendu à peu près devant chez vous. D'accord ? Pour une éolienne de 120 mètres, ce qui n'est pas encore les plus grandes qu'ils font actuellement. Et pour moi, c'est totalement inadmissible, parce que déjà, visuellement, l'effet des pales qui tournent, etc., ça a un impact. Le bruit a un impact. Voilà, je ne suis pas promoteur d'éoliennes, donc il est clair qu'eux vont financer les études qui sont faites là-dessus, vont minimiser toutes les nuisances. Et pourtant, entre guillemets, ces nuisances-là, elles existent, elles sont énormes, et il n'est pas possible de les minimiser. Des nuisances, il y en a... On peut en faire des pages entières, ça va de la mauvaise réception de télévision jusqu'à des infrasons qui génèrent des vibrations dans les habitations, etc. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de nuisances différentes. Donc là, c'était un des points. L'autre point qui, moi, m'embête énormément, c'est le mode de financement de ces éoliennes.
et l'utilisation qui peut en être faite en plus derrière. Mode de financement des éoliennes, vous avez des sociétés qui se créent de conseil, qui vont monter le projet, puis qui après sont des mercenaires, vont le revendre au promoteur qui va leur acheter le plus cher une fois que le projet éolien aura été accepté par la collectivité. Voilà, donc ça pour moi c'est des mercenaires. Et après ces sociétés derrière vont bénéficier énormément d'aides de l'État, de cadeaux, de banques conciliantes, vont apporter même pas 5 à 10% du projet en fait en cash, vont emprunter le reste à des banques qui, face à un contrat d'EDF de rachat de l'électricité pendant 20 ans à un tarif 2 à 3 fois supérieur au tarif réglementaire de l'électricité, savent qu'ils seront remboursés sans aucun problème, donc je dirais qu'on leur prête. Le retour sur investissement, c'est même pas la rentabilité du parc s'ils apportaient le cash en entier. C'est-à-dire que la rentabilité du parc par rapport aux capitaux initiaux, elle est monstrueuse. Beaucoup plus élevée que ce qu'on essaie de nous faire croire dans les calculs de base. Après voilà, c'est mon point de vue, un promoteur vous dira toujours l'inverse, d'accord ? Mais pour moi, les fonds spéculatifs, les capitaux étrangers qui investissent là-dedans ne le font pas pour rien, on le voit très bien, et ils veulent des rendements supérieurs à 10 à 15%, d'accord ? Sur les capitaux de base et sur... après, chez moi, il y a plusieurs parcs qui ont déjà changé de main, parce que ça se revend, parce que le but d'un produit spéculatif, c'est de le revendre, de l'acheter pas cher et d'espérer peu de temps après le revendre. Ça peut être un outil par rapport à une image de marque. Par exemple, un des parcs justement d'éoliennes qui est à proximité de chez moi a été à un moment donné racheté par Ikea. Voulant s'acheter une virginité écologique, a dit la totalité de mes magasins est alimenté par de l'énergie éolienne renouvelable, je suis propre, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est uniquement une façade en fait, parce qu'après, peu après, elle se désengage de ça, mais comme la campagne publicitaire est terminée, il n'y a pas de problème. Et c'est voilà, tout ce qui est associé à ça. Après, et je vais peut-être m'arrêter là pour ouvrir plus le débat. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas la bonne solution. D'abord, parce qu'on a voulu privilégier donc, un système d'investissement sur des montants assez importants. Une éolienne, c'est 2 millions d'euros. Un parc éolien avec 5 éoliennes qui était jusqu'à présent le minimum, c'est donc 10 millions d'euros. C'est des projets assez monstrueux qui ont obligation d'une rentabilité importante pour ceux qui investissent. À l'autre bout, donc, et ça, il y a des aides de l'État énormes, les tarifs d'achat en particulier. L'autre bout sont le photovoltaïque, qui pour moi a un rendement très très faible, qu'on a aussi énormément favorisé. On a créé un effet d'aubaine sur le prix du rachat d'électricité photovoltaïque, alors que quand on calcule réellement entre guillemets le rendement que ça a, c'est absolument catastrophique. Un panneau lui-même a 17% de rendement, mais il ne fait pas soleil bien positionné par rapport au panneau photovoltaïque tout le temps. Donc en fait un panneau photovoltaïque réellement va avoir 2% de rendement. Donc favoriser en payant 50% de crédit d'impôt plus un tarif de rachat énorme sur l'électricité produite pour favoriser un système qui en fait produit quasiment rien. Voilà. Bon. Tout ça, c'est quelque chose, donc il y a une communication sur internet très importante, donc il faut savoir faire le tri, il y a des forums de discussion par rapport à ces projets-là. Il y a un site absolument fabuleux, si vous voulez savoir tous les moyens de production d'électricité, c'est Eco2Mix. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? C'est le site en fait de EDF et de faire une publicité entre guillemets parce que c'est on le paye avec nos taxes et notre électricité, mais c'est le site de RTE et vous avez sur ça énormément de données statistiques sur la production des divers systèmes électriques, sur les implantations d'éoliennes et d'autres systèmes à divers endroits. Là, vous avez ce genre de courbes là qui vous permettent je peux tout à fait faire circuler. Ce genre de courbe là est très intéressant, ça permet par exemple de savoir à quel moment, puisque le but c'est qu'on sait qu'on a besoin de produire de l'électricité, et le but c'est d'essayer de la produire la plus proprement possible. Alors attention, le nucléaire n'est pas propre, bien évidemment. Pour l'instant c'est que la France a fait le choix du nucléaire. Pour l'instant 75% de son énergie est produite par le nucléaire. Je voudrais bien que ça change. D'accord. Le problème actuellement, c'est qu'on n'est absolument pas en train de changer, on continue à faire du nucléaire, moi ça ne me va pas. Mais la seule façon pour moi d'essayer d'arrêter de faire du nucléaire, c'est qu'il faut moins consommer. Pas qu'il faut construire plus d'éoliennes, parce que ce qui a été dit au début du mandat de M. Hollande, c'est je vais réduire la part du nucléaire à 50%. Pas en fermant des réacteurs,
mais en produisant encore plus à côté. Ça, c'est pas logique. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, pour moi, on a privilégié des mauvaises solutions. On continue de privilégier ces mauvaises solutions pour des intérêts financiers. Je combats, entre guillemets, en étant petit dans mon coin, tout ce qui peut être la spéculation, les lobbies, etc. Même si on peut peut-être considérer que toute action dans une association est par elle-même un lobby. D'accord, mais entre guillemets, il y a des lobbies qui protègent les intérêts communs et des lobbies qui protègent les intérêts particuliers. Je considère que les lobbies que je défends vont protéger les intérêts communs et pas individuels. Voilà. Donc le débat est relancé parce que la France va vouloir implanter de plus en plus d'éoliennes, va continuer de les aider, va légiférer pour simplifier l'implantation. Il y a d'autres sujets qui vont certainement revenir parce que quand on est intéressé par la nature et qu'on voit entre guillemets les dégâts que peuvent provoquer aussi des éoliennes, on voit aussi tout ce qui se fait par ailleurs, par exemple le gaz de schiste. C'est quelque chose plus vers la Seine-et-Marne où on est confronté à ça, puis à d'autres endroits en France, où on veut faire la même chose que ce qui s'est passé aux États-Unis, qui est une catastrophe écologique monstrueuse. On est en train justement de pourrir la ressource en eau en particulier, et sous prétexte, pareil, de spéculation. Et toutes les volontés des gens de vouloir dire oui, mais il faut quand même savoir ce qu'on a comme ressources, etc., n'a qu'un but spéculatif. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas la ressource que vous avez, vous pouvez spéculer dessus. Dès que vous savez que potentiellement vous avez une ressource, si elle est bonne, alors vous allez spéculer encore plus parce qu'il va falloir l'exploiter. Et quand vous avez pas de ressources, comme en Pologne ou autre, ben vous finissez par dire que c'est un mauvais choix. N'empêche que tous ceux qui ont investi, tous ceux qui ont cru, ont perdu de l'argent à ce moment-là, puis c'est d'autres qui l'ont gagné. Il n'y a jamais de perte dans la finance, il y a toujours des transferts de fonds. Donc il faut savoir, et l'éolienne est un système de pompage énorme d'argent public, en fait, de nous tous. Voilà, pour rapporter à des petits. Les projets de parcs éoliens communautaires, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, on a Montdidier, à la limite entre l'Aisne et la Somme, qui est une commune qui a un syndicat d'électrification intégré à la commune, qui possède ses propres éoliennes. C'est pour le bien-être, entre guillemets, de tout le monde. L'acceptation dans le village, elles ont été mises à un endroit acceptable en termes de distance. L'acceptation pour les gens du village, elle est importante parce que tout le monde y gagne. Et ça peut être des projets qui permettent d'améliorer l'acceptabilité sociale des éoliennes. Voilà. Vouloir les faire en catimini, vouloir les faire en faisant croire qu'on va distribuer de l'argent aux communes, ce qui est complètement faux. On sait actuellement que ce qui est redistribué par la communauté de communes, la plupart du temps, parce que les communes se sont regroupées en communauté de communes, la communauté de communes va redistribuer une partie de cet argent-là, mais on sait très bien qu'en compensation, une commune qui aura des éoliennes, on va dire « Ah oui, mais maintenant vous touchez de l'argent des éoliennes, donc vous avez moins de subventions venant des autres organismes. » Donc en fait, au final, pour la commune, et les communes autour de chez moi qui ont eu des éoliennes et qui ont cru à cette manne financière, le bilan en fait à l'année a été que de quelques milliers d'euros en plus. Ce qui n'en valait absolument pas toutes les nuisances sociales que ça a créées auprès des gens. Voilà. Donc je vais m'inscrire à la suite de ce qui a été dit, nuancer peut-être certains propos par rapport à ma recherche. En tout cas, ça me semble important dans un premier temps, comme disait Sandra, d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on parle d'éolien, parce que c'est un objet qui est omniprésent dans l'actualité, c'est vraiment devenu un sujet de société. Qu'on voit des représentations sans cesse d'éoliennes pour promouvoir tout ce qui est économie verte, écologie, etc. C'est un élément vraiment maintenant qui fait partie du paysage médiatique. Et donc la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est finalement pourquoi ça s'est développé aussi massivement en Champagne-Ardenne, puisque la question d'aujourd'hui c'est de savoir si ça provoque du développement local, et en l'occurrence pourquoi la région Champagne-Ardenne est la première région d'éolien. Déjà essayer de comprendre un peu les mécanismes qui font de cette région la première région d'éolien. Donc pour revenir un peu plus loin, je voulais commencer par faire un rappel un peu historique sur finalement pourquoi on implante autant de parcs éoliens aujourd'hui. Donc si on remonte en fait, ça vient dans les années 70, on a une montée en puissance des préoccupations environnementales. Et à partir de ce moment-là, pourquoi monter en puissance des préoccupations environnementales? On voit qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles et industrielles et que visiblement les changements climatiques sont à l'origine d'un ensemble de ces catastrophes et causent des dommages sur l'environnement. Donc à partir de là, les organisations internationales vont commencer à s'interroger, à penser
les changements climatiques et un consensus scientifique va se mettre en place établissant que finalement c'est les gaz à effet de serre qui sont responsables de ces changements et donc qui provoquent le réchauffement climatique, donc qui sont provoqués par très rapidement par une accumulation des gaz à effet de serre dans la couche d'ozone. Et donc on va chercher des outils pour limiter les émissions de ces gaz à effet de serre. Dans les années 90, au même moment que le sommet de la Terre de Rio, en 92, on a un consensus scientifique à peu près qui va imputer à l'homme la responsabilité de cette accumulation des gaz à effet de serre. Et donc les premiers outils vont être mis en place. Donc le premier, ça va être la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec l'outil qui est adossé, c'est le protocole de Kyoto qui tente de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc parti de là, tout ça, on est juste sur des grands engagements internationaux qui vont en fait se traduire au niveau européen par les objectifs, le paquet climat 20-20-20, donc qui consiste à diminuer... à améliorer l'efficacité énergétique, à augmenter la part des énergies renouvelables et à réduire les émissions de gaz de 20% par rapport au niveau de 1990. De là, après, on est dans l'Union européenne, mais l'Union européenne ne va rien imposer aux États membres. C'est-à-dire que chaque pays va avoir la possibilité de mettre en place ce qu'il veut comme moyen pour atteindre ces objectifs-là. En France, c'est le programme pluriannuel des investissements qui va fixer des objectifs à atteindre d'ici 2020. Donc là, j'ai les chiffres, je vais vous les donner. Donc c'est 25 000 mégawatts d'éolien pour la production d'éolien, 5 400 pour le solaire, 2300 pour la biomasse et 3 TWh par an en capacité de pointe pour l'hydraulique. Donc là, on voit clairement avec ces chiffres que vraiment l'accent il a été mis en France sur l'énergie éolienne. Pourquoi? Ça, c'est tout simplement des chercheurs, des économistes qui ont établi le coût de l'électricité pour la France et qui ont jugé que c'était l'énergie éolienne qui était la moins coûteuse et celle qui allait potentiellement, enfin dans leurs prévisions, hein, ça restait des prévisions à cette époque-là, qui pouvait permettre de développer le plus d'emplois. Donc de là, on a ces objectifs fixés au niveau national. Les régions, les locaux après avaient toute l'attitude qu'ils voulaient pour implanter ou non de l'éolien dans leur région. Donc finalement, le développement de l'éolien en Champagne-Ardenne, on peut dire que ça reste quand même quelque chose de très politique, puisque ça a été fortement appuyé par les élus régionaux dans un premier temps, qui y voyaient vraiment une opportunité de développement, notamment pour l'emploi. Ils voulaient vraiment saisir, en plus ça permettait un peu d'entrer dans une politique d'innovation qui est fortement promue par l'Union européenne pour peut-être avoir des investissements, etc., capter des financements. Ça a très bien fonctionné puisque aujourd'hui la région Champagne-Ardenne c'est la première région de l'éolien en France avec à peu près 1,5 gigawatts de puissance installée et on est en permis accordé pour un raccordement qui va aller jusqu'à 2,5 gigawatts. Tout ça pour vous dire que finalement, voilà, la Champagne-Ardenne, la première région d'éolien, forte volonté politique. À mon avis aussi, une chose qui a énormément joué, c'est l'habitude. On est sur des propriétaires exploitants qui ont l'habitude de la capitalisation foncière, c'est-à-dire qu'ils sont familiers des montages financiers, ils ont les compétences de monter des projets qui demandent quand même certains savoir-faire d'un point de vue financier. Ça a favorisé aussi le développement de l'éolien en région Champagne-Ardenne. Et il y a également le fait que c'est forcément une région qui est faiblement densément peuplée et également qu'il y a très peu d'opposition. Il y a un faible ancrage territorial, je reviendrai là-dessus à la fin, et ça a participé aussi au développement, je pense, massif de l'éolien en Champagne-Ardenne, parce qu'a priori, c'était pas la région où devait se développer autant l'éolien, puisque en termes de capacité de vent, capacité physique, c'est pas une région particulièrement propice au développement de l'éolien. Donc c'est plus un jeu d'acteurs, notamment politique, qui a fait que la région a pris cette importance-là au niveau de la puissance installée de production éolienne. Moi j'ai identifié 4 phases dans le développement de l'éolien en Champagne-Ardenne. Il y a vraiment une première phase en fait, c'est de 2002 à 2006 pour vous donner un peu le contexte. C'est là où il y a les premiers parcs qui sont implantés. Le premier parc, pour la
petite histoire, il est implanté par Monsieur Huet dans l'Aube, donc c'est le parc de l'Épinette. À ce moment-là, c'est vraiment une initiative privée, donc parce que les promoteurs éoliens, qui aujourd'hui sont majoritaires en Champagne-Ardenne, il y a très peu de parcs citoyens, il n'y en a pas, il y en a un qui est en cours, donc c'est pas du tout ce type de parc qui est développé dans la région. On est vraiment sur des promoteurs éoliens qui développent des gros parcs. Et donc là, au tout début, donc Monsieur Huet met le premier parc, et comme je vous le disais, les potentialités de vent, on a fait la carte de vent, elles n'étaient pas exceptionnelles. Donc il n'y avait pas encore de promoteur qui s'était installé, et finalement lui s'implante, ça fonctionne, on se rend compte que c'est rentable, et là après, à partir de 2007, les promoteurs vont arriver dans la région et on va avoir vraiment un développement exponentiel entre 2007 et 2011. Et la région Champagne-Ardenne va passer de un parc ou deux en 2002-2003 à la première région de l'éolien en 2010. Elle passe devant la Picardie, donc vraiment un développement massif de l'éolien. Ensuite, de 2011 à 2013, il y a une phase de ralentissement des projets, parce que si vous le savez, au niveau de la législation, c'est là où vont être inscrits les ZDE. Aujourd'hui, elles n'existent plus, puisqu'elles ont été abrogées par la loi Brottes. Et c'est le classement ICPE aussi pour les projets éoliens. Donc là, il y a vraiment un ralentissement. Il y a tout un tas de promoteurs qui spéculaient énormément, des petits promoteurs qui, là, vont plus avoir les moyens de mener des projets financiers de grande envergure qui vont disparaître en fait du paysage des promoteurs éoliens, et il n'en reste maintenant plus que quelques-uns, vraiment des promoteurs importants. Et c'est l'occasion là justement par rapport aux chiffres que moi j'ai eu pour revenir par rapport aux promoteurs éoliens, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi j'ai les banques d'investissement qui m'ont dit qu'effectivement il fallait 15% de fonds propres pour pouvoir développer de l'éolien. Et ils font effectivement très souvent appel à des investisseurs étrangers. Le cas d'IKEA a été évoqué plusieurs fois. En fait, il faut savoir que l'éolien, comme c'est un secteur hyper rentable et pas risqué du fait du tarif d'achat, et en fait ça devient un placement sûr, et les banques me disaient que c'était à peu près du même ordre que en fait, les placements immobiliers. Le retour sur investissement, il n'est pas forcément très élevé, mais par contre il est garanti sur 20 ans, donc c'est très intéressant pour faire du... Donc voilà. Mais donc voilà, c'était pour vous donner quelques chiffres par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, 2014, on est dans une phase un peu de relance des projets, puisqu'il y a toutes les lois sur la transition énergétique, ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, on a voulu durcir le développement des parcs. On avait pensé à 1 km, ça va certainement être revu à 500 mètres, donc c'était ce qui était d'actualité jusqu'à présent. Et voilà. Donc ça c'est pour le développement vraiment plus en Champagne-Ardenne. Moi après, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est surtout les nuisances, l'impact sociétal en fait. Moi c'est vraiment sur ce point-là que je souhaiterais revenir. Effectivement, j'ai pu observer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que en fait l'arrivée d'un projet éolien, qu'il aboutisse ou non, déstructurer fortement l'organisation sociale des communes d'implantation, puisque très rapidement, c'est un objet qui n'est pas neutre et qui provoque des forts sentiments d'adhésion ou d'opposition. Et dans des micro-espaces, moi les communes que j'ai étudiées, il y avait à peu près 300 habitants, ça a créé vraiment des gros clivages au sein des communes. Donc ça, c'est quand même un point très important, et ça oppose fortement les gens. On observe ça, c'est un constat qui a été fait également par d'autres chercheurs au Canada qui ont étudié les parcs au Québec, plus particulièrement en Gaspésie. C'est une région qui a certaines similitudes avec la région Champagne-Ardenne. Et ce qu'on observe également, c'est que les conflits, au fur et à mesure du projet, ils vont avoir tendance à s'exacerber en fait. Parce qu'un projet éolien, il faut savoir que c'est très long, ça met parfois en moyenne 6 ans à se mettre en place. Il y a des personnes ici qui savent le temps que ça peut mettre. Et c'est vrai que durant ces phases-là, en fait, les promoteurs vont avoir... c'est pas une volonté de désinformation, mais le temps
permis de construire, si vous voulez, rien que le placement des éoliennes va changer sans cesse. Et du coup, il y a très peu d'informations sur le projet. Et ça crée des tensions en fait, parce que surtout à cause de la manne financière qui est dégagée par les projets, parce qu'une personne qui a signé des promesses de bail pendant 6 ans, pendant 7 ans, elle se retrouve du jour au lendemain sans rien. Elle ne comprend pas forcément pourquoi. Et inversement, ça crée des frustrations parce que les éoliennes, pourquoi elles sont sur les terres de la personne qui est au conseil municipal et pourquoi il n'y en a pas sur les miennes. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est facteur de forte tension au sein des communes. Et c'est forcément dans des petites communes, ça a un impact énorme. Donc voilà pour les conflits. On peut dire qu'ils sont beaucoup plus importants, comme vous le disiez, lorsque les projets sont menés par des promoteurs, parce qu'il y a cette question là justement de l'information qui a du mal à passer. On ne sait pas qui est-ce qui va être réellement bénéficiaire du projet. Ça, c'est dans tout projet d'aménagement. Quand on fait des recherches sur les projets d'aménagement, on observe que quand les personnes ont l'impression d'avoir un accès limité à la ressource qui est produite, ça crée nécessairement des conflits. C'est tout à fait le cas pour l'éolien. Les personnes proches des parcs ont l'impression qu'elles ne profitent pas ni des retombées financières, ni de l'énergie produite. Et ça, c'est un facteur de tension important. Et surtout, ce qui pose problème, c'est la façon dont les promoteurs en fait, vont aborder les exploitants et propriétaires terriens, parce qu'il y a une charte éthique qui veut normalement qu'ils s'adressent avant aux conseils municipaux avant de proposer leur parc. Ce qui se passe très fréquemment, c'est qu'en fait, ils vont directement voir les propriétaires exploitants pour leur faire des promesses de bail. Et donc, on a des élus locaux qui se trouvent dans des positions très inconfortables où finalement, on leur dit il faut que vous donniez un avis sur le projet. On a tant de promesses de bail signées, ce serait pas très correct que vous opposiez au projet. De l'autre côté, les personnes qui sont contre ce type de projet, ils ont l'impression qu'ils deviennent illégitimes puisque leur parole n'est pas entendue, puisque des promesses de bail ont déjà été signées. Donc, même avant qu'il y ait un avis qui soit émis sur le projet, on est déjà dans des conflits d'acteurs en fait. Donc ça c'est important. Et aussi, il faut comprendre, pour nuancer un peu ça, comprendre un peu la position des promoteurs, c'est-à-dire que en fait, pour que leur projet soit mis en place, il faut qu'ils fassent ce qu'ils appellent la sécurisation du foncier. C'est-à-dire que en fait, ils vont faire signer le maximum de promesses de bail pour être sûrs que tout le périmètre est couvert là où ils auront la possibilité de mettre des éoliennes. Parce que comme je vous le disais, ça dépend d'un nombre de facteurs énorme, la position d'une éolienne. Ça va dépendre de l'étude, des études environnementales, ça va dépendre des capacités de raccordement, ça va dépendre... Donc finalement, nécessairement, il y a des gens on ne leur dit pas en fait. Peut-être qu'il y a un problème. On leur fait signer des promesses et c'est évident qu'il y en a une majorité qui n'aura pas d'éoliennes sur ces terres. Et que forcément ça risque de créer des tensions avec les autres. Par contre, pour nuancer un peu tout ça, ce que j'ai trouvé intéressant moi dans mon étude, c'est que j'ai trouvé qu'avec l'arrivée des projets éoliens, dans une région où justement tout à l'heure je vous parlais d'un faible ancrage territorial, finalement les projets éoliens, ils participaient à une réaffirmation peut-être de l'identité locale, c'est-à-dire qu'on voyait des gens qui se mobilisaient pour revendiquer leur appartenance à un espace, qui s'organisaient ensemble pour développer des compétences, pour s'opposer au projet ou même pour les défendre, peu importe, mais que du coup ça recréait en quelque sorte un attachement territorial et ça recréait du lien avec l'espace d'implantation des projets. Et ça c'était important parce que ça participe aussi au processus de reterritorialisation de la région Champagne-Ardenne. Et par contre, ça c'est un peu, c'est pour parler pas trop longtemps, je vais un peu conclure rapidement par rapport à ma thèse. J'estimais quand même dans mes travaux de recherche que malgré tout, les projets éoliens, on ne pouvait pas vraiment dire que c'était des projets de territoire, dans le sens où le processus décisionnel qui se met en place autour des projets, il est un peu
bafoué par le fait qu'on a tendance un peu à stigmatiser les opposants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme de NIMBY, c'est Not in my backyard. En fait, c'est très utilisé par les promoteurs pour un peu décrédibiliser en fait, les opposants au projet en disant qu'ils défendent des intérêts individuels, qu'ils sont pas porteurs d'intérêt général et tout. Et moi, ce que j'essaie de démontrer dans mon travail de thèse, c'est qu'au contraire, ces personnes-là, elles ont une légitimité territoriale, elles sont ici, elles doivent participer au processus décisionnel, que de toute façon, un projet, pour être accepté, pour être complet, il faut qu'il y ait l'expression de tout, aussi bien des opposants que ceux qui adhèrent au projet, et que justement ces opposants, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve leur action très intéressante parce qu'ils sont loin parfois de porter des intérêts individuels, mais au contraire, ils sont là pour défendre leur espace, ils se fédèrent, ils s'attachent au lieu, et voilà, ils doivent être pris en compte dans ce processus-là. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais vous laisser parler pour le débat. Si vous avez des questions, il y a plein de points que je n'ai pas développés, que j'aurais aimé développer, mais on est un peu pris par le temps, donc voilà. J'ai des questions pour vous deux, peut-être que vous pouvez vous passer. C'est pour tous les deux. En fait, au cours de vos deux présentations, je trouve qu'on a beaucoup entendu parler de loi, de politique, de gros acteurs économiques, de lobbying, de spéculation, de nuisance. Je trouve que vous avez été très clair là-dessus. Enfin, je trouvais ça très intéressant. Ça nuance en fait la plupart, beaucoup de choses qu'on entend parler à la radio, à la télé, dans les journaux, dans les médias, etc. Maintenant, j'aimerais bien vous poser la question des formes de projets. Est-ce que vous connaissez des formes de projets au niveau territorial, au niveau des acteurs qui fonctionneraient? Alors fonctionnerait, je ne sais pas, ça peut être entendu en différents sens, mais en tout cas où il y aurait peut-être des retombées positives pour les habitants, des retombées économiques plus immédiates. Je ne sais pas dans quel sens est-ce que vous pouvez entendre même ça, peut-être même vous deux, vous n'entendez pas ça de la même façon. Puis je me disais aussi, ce sont des choses qui me sont venues comme ça, c'est peut-être pas du tout quelque chose qui existe, mais est-ce qu'il n'y a pas des projets participatifs comme un peu voilà, au milieu du XXe siècle, les projets Castor, des choses d'autoconstruction autour des éoliennes pour voilà, un ensemble d'habitants, par exemple, ou d'agriculteurs, je ne sais pas, qui ont de l'espace, qui se regrouperaient pour produire de l'électricité via les éoliennes de façon autosuffisante. Je me dis que ça peut peut-être exister aujourd'hui, mais ça peut peut-être exister aussi au cours de l'histoire, parce que l'éolien, finalement, c'est quelque chose qui est ancien. Ça date de la fin du XIXe siècle. On a tous en tête aussi des images de petites éoliennes au fond de la cour, on ne sait pas très bien si c'est quelque chose d'efficace. Beaucoup plus tôt que ça, un moulin déjà, les moulins existent depuis 500 ans, voire même beaucoup plus, était déjà une éolienne à la base. Oui, mais d'ailleurs aujourd'hui, une éolienne, alors je ne sais pas, mais quand je voyage en France ou ailleurs, j'ai l'impression de voir toujours la même éolienne. Il y a un constructeur qui produit des éoliennes parce qu'elles sont tout le temps blanches, avec très élancées, j'ai l'impression qu'elles font toutes la même taille, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Il y a divers modèles d'éoliennes, mais la France impose certaines réglementations, en particulier aériennes, qui font que c'est principalement le flash lumineux qui les identifie par rapport aux avions. Après, elles peuvent avoir le bas un petit peu vert, le haut un petit peu bleu. Il y a des fois des variantes de couleurs, ça reste assez blanc pour être assez neutre. En Allemagne, on la voit beaucoup plus avec les bouts des pales rouges, par exemple. Voilà, mais oui, globalement, c'est vrai que c'est toujours le même modèle. Après, on le change de taille. Oui, mais du coup, en termes de projet, les projets, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quelques projets participatifs, il y en a peu. Il y en a un qui est en train de se développer dans les Ardennes, c'est les ailes des crêtes ardennaises. Ben moi, je pense que justement, ça, c'est une façon d'impliquer les gens. En fait, c'est... ça arrive. Par quel type d'acteur est-ce que ça arrive? Comment est-ce que ça se trouve implanté C'est la collectivité, en fait, c'est des partenariats publics-privés. Il y a certains... c'est Valorem, par exemple, ils font ça. Le partenariat public-privé PPP. Pour ceux qui connaissent, ce qui a été décrié actuellement sur énormément de projets où les prix ont explosé et où c'est toujours l'État et la collectivité qui payent les déficits et le privé qui gagne les bénéfices. Oui, en tout cas, il y a des PPP quand même qui sont mis en place. C'est vrai que c'est un endettement
retardé pour les collectivités, enfin bref. Et sinon, il y a des SEM aussi qui se mettent en place. Et en fait, il y en a beaucoup des projets comme ça, en plus en tout cas. En Belgique, par exemple, c'est ce qu'ils appellent des éoliennes citoyennes et tout. Ça marche beaucoup mieux en fait, justement parce qu'il y a cet accès à la ressource qui, comme je disais tout à l'heure, les acteurs locaux, les riverains des projets, ils ont l'impression, ils se sentent impliqués dans le projet et ils voient directement les retombées, ne serait-ce qu'en énergie, ils savent où va l'énergie, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle alimente, etc. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Après, la difficulté en France, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, le prix d'une éolienne, maintenant, c'est environ, moi j'ai eu le chiffre de 3 millions d'euros. Donc c'est compliqué d'avoir les fonds nécessaires en fait, pour entreprendre le développement de parcs. En fait, c'est très complexe à mettre en place et malheureusement, il y a beaucoup de collectivités qui se réfrènent toutes seules en fait, pour développer ce type de projet. Enfin, moi, c'est comme ça que je me perçois en tout cas. Moi je trouve qu'en fait, enfin entre guillemets, c'est des gens qui ont un gâteau à partager et c'est de s'en prendre la plus grosse part. On est dans un pays capitaliste, même si on a mis beaucoup de social dedans, et où si quelqu'un peut gagner 10, il ne va pas vous en donner 5. Voilà, donc le capitalisme c'est l'égoïsme. Ces projets-là qui peuvent être très rentables, ils se les partagent entre gens qui sont de connivence entre elles. Entre guillemets, pour moi, c'est le même principe sur tout, hélas. Mais sur les panneaux photovoltaïques, ceux qui ont le plus gagné, c'est les installateurs. C'est ni les fabricants de panneaux chinois pour la plupart, qui ont vu leur prix se casser la gueule avec une concurrence énorme. C'est pas les particuliers eux-mêmes, parce que certains ont vu leur maison brûler, les pompiers qui ne voulaient pas intervenir parce que des panneaux sous tension, les pompiers ont interdiction d'intervenir pour éteindre le feu de la maison. Et il y a des problèmes, il y aura des problèmes, parce qu'une société en France qui fait faillite, elle n'a plus obligatoirement, même si elle doit prendre des assurances décennales, etc., quand elle était vraiment dans les règles des trucs, les assureurs, on les connaît, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais entre guillemets, quand ils vont pouvoir essayer de ne pas vous rembourser, ils vont faire ce qu'il faut pour trouver le moyen de ne pas rembourser. Donc s'ils vont arriver à prouver la faute de l'installateur ou la faute de quelqu'un d'autre, dans tous les cas, ils vont retarder le remboursement et ils vont essayer de ne pas le faire. D'accord. Donc on entame des procédures très très longues. Voilà. Et il y a beaucoup d'installateurs de panneaux photovoltaïques qui ont coulé quelques années après, y compris le pactole au passage. Qui ont vendu très cher des panneaux parce qu'il y avait 50% d'aide de l'État et qui voilà, ont été les plus gros gagnants. Là, c'était vraiment du one shot, c'est-à-dire c'est vraiment du très court terme. L'éolien, on est déjà quand même sur un investissement un peu plus long terme pour les promoteurs, sauf la façon dont se construisent les projets. Pour beaucoup maintenant, comme je dis, c'est un promoteur, un actionnaire qui revend le projet à une société, qui garde quelques années, qui le revend à un autre, etc. En fait, on est dans des produits spéculatifs. On est dans la même chose que les subprimes il y a quelques années avec des crédits immobiliers pourris aux États-Unis ou la même chose qui a pu se passer sur des projets autres en France. Voilà, je veux dire, c'est pourquoi il n'y a pas plus de projets participatifs, parce que c'est à qui les faire. Voilà, on dit monopoliser 15 à 20 millions d'euros pour un projet de parc éolien, il faut que ce soit géré par une banque qui propose au niveau d'une région éventuellement aux gens de participer pour le gain de tout le monde et pas de certains promoteurs qui négocient avec la banque parce que la banque va prêter à 4% et elle va voilà, sur 20 ans avoir son retour sur investissement sans aucun problème de son crédit et le remboursement de son crédit et le promoteur va gagner beaucoup plus derrière. Voilà, et c'est vrai que moi ça je le regrette. Voilà. C'est à partir du moment où on se dit on doit mettre des éoliennes, parce qu'en fait on peut aussi remettre en cause le fait de vouloir utiliser l'énergie éolienne parce qu'elle est plus nuisible que d'autres. Voilà. Et à partir du moment où on se dit on décide de mettre de l'éolien, il est clair que on a organisé la faillite de l'État de manière à ce que l'État puisse plus lui-même financer ce genre de projet-là. On s'appuie toujours sur les gens pour payer ces cadeaux qui sont faits à certains investisseurs. C'est des augmentations de taxes, ça a été la revente des autoroutes. Ça veut dire qu'on est dans un procédé où on a appauvri l'État n'est plus capable d'investir dans ces projets-là. Les collectivités locales font des PPP parce qu'elles ne sont plus capables d'investir dans ces projets-là et que le PPP est une monstruosité. C'est vrai que ça permet à un élu de faire construire tout de suite une infrastructure souvent surdimensionnée pour son égo propre, pour lequel en fait il n'y avait pas de besoin réel, et puis de les faire payer par les 4 ou 5 maires qui suivront, quand lui n'y sera plus. Voilà. C'est une ignominie en termes de gabegie financière ou autre pour les collectivités. Moi je pense qu'on est dans que ce soit là-dessus ou autre, on est dans une spéculation, dans du lobbyisme, dans du copinage politico-financier qui a fait qu'on a favorisé un système parce que ça a été monté comme ça.
Voilà, le syndicat des énergies renouvelables, la fédération de promotion de l'éolienne, etc. On fait du lobbyisme énorme auprès des particuliers, on fait des politiques, on fait... en fait, dans les réunions publiques, ce qu'on voit, c'est qu'un promoteur immobilier d'éolien qui vient, il rencontre, souvent sur un village de 300 personnes, 10 personnes qui viennent qui sont contre. Et il considère que les 290 autres qui ne sont pas venus, c'est qu'ils sont pour. Voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les 290 autres, ils ont leur petite vie, ils pensent pas obligatoirement à regarder quand il y a des enquêtes publiques, ils vont assez peu à leur mairie ou autre, c'est la moitié des habitants dans les villages, c'est du dortoir, ils viennent juste là ils vivent pas obligatoirement avec la collectivité, et c'est vrai que c'est un manque de discussion. Quand on va par contre discuter avec ces gens-là et qu'on leur présente promoteurs et opposants au projet éolien, la personne en 5 minutes elle est contre. C'est évident, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'arguments contre et aucun argument pour raisonnable. Dès qu'on arrive à montrer la mauvaise foi du promoteur, la personne que vous avez en face de vous va être contre le projet éolien. Voilà. Et c'est vrai que qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait rendre les gens une acceptabilité sociétale de l'éolien par rapport à ça? Pourquoi est-ce que dans d'autres pays on l'a fait? Et peut-être c'est plus accepté. Effectivement, en Allemagne, il y a des parcs éoliens privés beaucoup plus, en Belgique, etc. En France, on n'a vraiment pas fait les choses comme il fallait. Une fois de plus, peut-être, diront certains. Mais par exemple, en termes d'emploi, on a fait croire que l'éolien allait créer de l'emploi en France. Jusque il y a quelques années, on n'avait aucune usine qui fabriquait quoi que ce soit, ou presque, pour des éoliennes. Quelques éléments électriques. Il y a une usine pour des mâts en béton qui a été créée dans l'Oise. Mais en fait, je ne sais pas réellement quelle a été sa production. Un parc éolien, en termes d'entretien, ça crée un emploi pour une douzaine d'éoliennes. En fait, ça ne crée pas d'emploi. En fait, on a une filière en Allemagne au niveau éolien qui a créé pour, bien sûr, plus d'éoliennes installées, mais qui a créé 30 ou 40 000 emplois. En France, on est à 7 000, je crois, emplois qui ont été créés ou qui seront créés à terme pour l'éolien, mais en fait, principalement, c'est sur des promoteurs, des montages de dossiers éoliens, etc. Et après, il y a une école de formation de techniciennes de maintenance d'éoliennes, etc. Mais c'est très peu, en fait. On n'a pas du tout, quand on a voulu faire de l'éolien, réfléchi en termes d'emploi. Est-ce que ça allait être quelque chose qui allait créer de l'emploi local? Voilà, vous dites, vous mettez 15 éoliennes, si ça allait créer 25 emplois, ça serait fabuleux. C'est pas le cas. Voilà, vous créez une ferme dans laquelle vous allez mettre des animaux, vous allez cultiver les champs autour. Ça va créer de l'emploi local, souvent, pas obligatoirement très qualifié, mais on a aussi besoin de tout type d'emploi. Vous allez exploiter de la forêt, vous allez créer de l'emploi local non délocalisable. En fait, pour moi, on n'a pas pris les choses dans le bon sens et on n'a pas voulu vraiment trouver des solutions qui allaient régler les problèmes locaux. Voilà. Que ce soit en Champagne-Ardenne, peut-être un peu moins, mais dans l'Aisne, on a un énorme problème d'emploi, on a un énorme problème d'éducation de la population, et les éoliennes, on s'est dit on va les installer parce qu'il n'y aura pas d'opposition, les gens sont bêtes et ils vont les accepter sans aucun problème. Et voilà, et on le voit, c'est vrai qu'on est allé en mettre énormément, parce que les fabricants d'éoliennes sont à proximité d'ici, hein, c'est la Hollande, la partie de la Belgique, enfin l'Allemagne. Vous n'avez pas rien à faire. Quand on regarde des cartes de vent, c'est avec moi, avec peut-être mon accent encore, je ne sais pas si je l'ai encore beaucoup, mais je viens de la région du sud-ouest de la France, le sud de la France, le vent on connaît, on sait ce que c'est. Ici, c'est une petite bise légère. En fait, pour avoir du vent, ils sont obligés d'aller chercher le plus haut possible. C'est pour ça qu'on a des éoliennes qui sont de plus en plus grandes, parce qu'en fait, plus vous allez haut, plus vous allez avoir de vent. Mais le haut, c'est maintenant, il faut atteindre 200 mètres pour avoir des projets avec des éoliennes qui avant faisaient 2 MW, qui maintenant vont aller à 3 MW. À peu près, on est toujours à 1 million d'euros le mégawatt. À peu près. Donc, si on est maintenant des éoliennes font 3 millions d'euros, c'est que des éoliennes de 3 MW qui vont culminer peut-être à 200 mètres. Voilà, donc là, on est sur quelque chose d'encore plus monstrueux en termes de visibilité. Et encore, voilà, moi, ça ne me dérange pas. Si on considère voilà, que l'éolien est nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que ça représente dans le parc production d'électricité en France? On voit qu'on a beau avoir quelque chose comme 9 MW actuellement de production éolienne installée, la réalité c'est que ça représente, puisque le taux d'efficacité, le vent qui souffle, il ne touche pas toujours au même endroit, etc., c'est à peu près 20-25%. Donc on a à peu près un équivalent de 2000 à 2500 MW. C'est à peine 2 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire même pas 2 centrales nucléaires, 2 réacteurs. Une centrale nucléaire, c'est au moins 4 réacteurs la plupart du temps. D'accord, donc on a l'équivalent de 2 réacteurs sur les 58 que compte la France. C'est pas, vous avez beau mettre des éoliennes, c'est pas ça qui va arrêter les réacteurs en France.
Voilà, donc... Je peux vous répondre? Oui. Parce que donc vous avez parlé de la rentabilité du solaire, des panneaux solaires. La Suisse a fait le choix de mettre en place des parcs solaires intégrés dans le paysage, parce que cachés dans la forêt. Mais quelle rentabilité pour les éoliennes? Une éolienne, elle fonctionne sur une année à 20% de sa capacité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité et c'est plus facile d'interrompre une éolienne qu'une centrale nucléaire. Alors, oui et non, tout ça c'est vrai que c'est compliqué. Là on fait rentrer tout le mix énergétique et c'est pour ça que l'éco de mix est intéressant parce que donc, le choix du photovoltaïque, de mettre ça sur des champs, je trouve que c'est une aberration de stériliser. Pas des champs, c'est sur de la pente. Hein. Sur de la pente. La pente en clairière. Où il y avait certainement des animaux qui galopaient. Non, il y c'est avait en clairière, c'est dans la forêt, c'est caché par les arbres. Ça peut pas être trop caché par la fin, il faut que ça voit le soleil, sinon ça va être embêtant. Oui, mais on ne les voit pas dans le paysage. Pour moi, en France, on a fait des installations au sol, des conseillers départementaux ou autres sont super fiers parce qu'on a créé 10 hectares de panneaux photovoltaïques quelque part. On a stérilisé un sol, c'est catastrophique. Qu'on le mette sur les anciennes décharges à la rigueur, parce que c'est pareil, on n'a pas su faire quoi que ce soit de nos décharges, alors que maintenant il faudrait arrêter d'en enfouir, mais il faudrait commencer à les sortir, toutes les matières premières qu'on a enfouies, utiliser cette biomasse pour produire de l'énergie et commencer à dépolluer aussi tout ça, parce que faudra bien qu'on soit plus tard dans une société où on ne génère plus de déchets, donc il faudrait commencer à s'intéresser à tout ce qu'on a entassé pendant des dizaines d'années. Voilà, pour moi, le photovoltaïque sur des champs où on aura beau le mettre sur une pente d'une montagne ou caché par une forêt ou autre, ça sera toujours quelque chose d'absolument anormal et de dégradant. D'ailleurs, la région Champagne-Ardenne, la chambre d'agriculture de la région Champagne-Ardenne, elle interdit, elle donne un avis systématiquement négatif pour les champs photovoltaïques au sol. Ça doit être plus rentable de faire du montagne. Non, mais il y a plusieurs chambres d'agriculture qui se mobilisent quand même pour éviter justement que ça prenne des terres agricoles. Après, entre guillemets, c'est pareil, je trouve assez fou. Dès qu'on commence à gratter, on trouve des choses monstrueuses. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que c'est un principe d'équité. Vous installez un panneau photovoltaïque dans le sud-est de la France où vous avez plus de 2500 heures d'ensoleillement, donc on sait que vous allez avoir une rentabilité importante, donc on vous rachète l'électricité photovoltaïque à un certain montant. Vous installez votre panneau photovoltaïque dans le nord de la France. Automatiquement, il y a moins d'ensoleillement, donc vous allez produire moins. Mais comme on est gentil avec vous, on va vous acheter l'électricité plus chère que celui qui habite dans le sud. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on essaie de favoriser l'installation de panneaux dans des endroits où ils vont produire encore moins que là où ça serait rentable. Je dirais, faut être fou. Ok, c'est une espèce d'équité, mais je trouve ça complètement aberrant. Les panneaux photovoltaïques, on les met à la rigueur dans les déserts, à l'endroit où il y a 3000 heures d'ensoleillement annuel, où ils vont produire le plus possible, et voilà, après se pose la question du transport, du stockage. Vous parliez du stockage tout à l'heure, c'est une question intéressante aussi, parce que voilà, quand vous dites, j'ai une éolienne à proximité, j'ai des panneaux solaires sur mon toit, qu'est-ce qui se passe avec cette électricité? Est-ce qu'elle est palpable, à part quand vous mettez les doigts dans la prise? Comment est-ce qu'elle s'intègre sur le réseau, cette électricité? Comment est-ce que vous avez quelqu'un qui a des panneaux solaires photovoltaïques chez lui, il a un compteur d'électricité qui rentre, qu'il achète à EDF au prix que tout le monde la paye, et il a un compteur de l'électricité qu'il produit, qu'il insère sur le réseau, et qui lui rapporte 3 fois plus. D'accord? Moi je trouve ça aberrant. La première chose, de celui qui met des panneaux photovoltaïques sur son toit doit avoir une volonté écologique et va commencer par auto-consommer son électricité produite. C'est la base. Ah non, il a plus intérêt à la revendre. Quel monopole d'EDF, il n'y en a plus. Il a plus d'intérêt à revendre l'électricité qu'à la consommer. C'est évident. Et encore, c'est que des flux financiers parce qu'en fait, toute l'énergie renouvelable, c'est une énergie qui est considérée comme fatale. Donc en fait, elle a injecté directement. Donc, toute l'énergie renouvelable, celle-là en particulier. L'énergie éolienne aussi. Oui, et du coup, en fait, vous la consommez directement, mais par contre, c'est juste un mécanisme de flux financier. Vous la revendez, mais en réalité, elle circule pas. C'est juste des flux financiers qui sont mis en place pour acheter, en fait, vous rachetez l'électricité à un tarif garanti et que vous puissiez faire des bénéfices.
En fait, entre guillemets, on va tout prendre le schéma électrique de la France, on va avoir des câbles électriques avec une tension à un bout et à l'autre. Quand vous produisez, vous augmentez cette tension, et à l'autre bout, quand quelqu'un consomme, il fait descendre cette tension-là. Quand quelqu'un injecte du courant sur ce réseau électrique, il fait remonter en fait la tension, les 230 volts, 200 volts que vous avez à la prise. EDF doit en permanence équilibrer le mieux possible la production de la consommation. Sinon, vous allez vous retrouver avec 300 volts à la prise et vos appareils vont griller, vous allez vous retrouver avec 190 volts à la prise et vos appareils ils vont tomber en panne. D'accord. Voilà. Donc, c'est quelque chose, je veux dire, qui est potentiellement très compliqué à faire, d'autant plus que vous avez justement une production fatale. C'est-à-dire, entre guillemets, une centrale nucléaire, c'est vrai que vous la mettez en route, vous savez combien elle produit, c'est très long pour la faire monter, c'est très long pour la faire descendre, donc voilà, vous vous en servez comme base de votre consommation énergétique du pays. Après, l'humain ne consomme pas l'électricité de manière constante. D'accord. Il y a des pics de consommation en particulier, il y a des pics le matin, quand tout le monde commence à allumer son chauffage, son bain, son micro-ondes, etc. Et il y a des pics le soir à 19 h en particulier, quand tout le monde rentre du travail, commence à faire la popote, et on consomme beaucoup à ce moment-là. Après, il y en a un autre, c'est à la fin du film, à 22 h 45, où tout le monde va aux toilettes, servir un coup à boire, etc. Il va après se dormir, et là, ça revient. Bon, on le voit très bien sur les pics de consommation d'électricité. Et la pointe est quelque chose de très problématique. Parce qu'en fait, en France, on sait qu'on arrive à produire 75% d'électricité de manière nucléaire. Et je l'ai dit, et je le répète encore une fois, je préférerais qu'on arrive à s'en passer. Mais après, on met en place plein d'autres systèmes. L'éolien, il est fatal, on le prend. Et on n'a pas le choix, c'est-à-dire que quand EDF n'a pas besoin de l'énergie éolienne dans un secteur électrique géographique où la tension est assez élevée par d'autres moyens de production, ben les contrats sont si bien faits qu'il est quand même obligé de la payer au promoteur, même si EDF ne la consomme pas. C'est assez fabuleux. Pareil au niveau du photovoltaïque, etc. En fait, où, ben, si EDF n'en a pas besoin, ben, il est obligé, entre guillemets, ou de la prendre ou de la payer. Voilà. Pareil, on a donc des systèmes au gaz, où là, en fait, on est capable de les lancer très vite quand on en a besoin. C'est des systèmes qui répondent assez vite. Le gaz, ça émet quand même un peu de CO2, c'est pas top, mais moins que le fuel ou le charbon. D'accord. C'est pire. Et après, il y a d'autres moyens qui, pour moi, est propre, mais d'un point de vue environnement, pas complètement non plus, c'est les barrages hydrauliques. La production française hydraulique est énorme. Quand on regarde dans le mix énergétique français, la production hydraulique, on a une chance d'avoir un réseau hydraulique qui est fabuleux, qui est très réactif. Quand on a construit des centrales nucléaires et on savait cette régularité de production des centrales nucléaires, on a créé en contrepartie ce qu'on appelle des STEP, des stations de turbinage, pompage, qui vont servir de système de transvasement d'eau. En fait, donc quand on a trop d'électricité, on pompe de l'eau en altitude, et quand on n'en a plus assez d'électricité, on a fait tourner dans le sens, on turbine, et on refabrique de l'électricité. Voilà, donc quand on a créé des centrales nucléaires, on a créé des stations de turbinage-pompage qui permettent de lisser justement une partie de cette consommation-là. Chose qu'on n'a pas demandé aux promoteurs éoliens, par exemple, de créer des systèmes de stockage, chose qui est en train de se faire aux Pays-Bas, parce que justement, ils ont tellement passé... On stocke ni le vent ni l'électricité. Alors voilà, la question c'est, maintenant aux Pays-Bas, ils se sont aperçus justement que leur réseau électrique était énormément dépendant du vent, parce qu'ils ont beaucoup d'éoliennes, et qu'ils risquaient d'avoir des problèmes de maintenabilité du niveau de l'électricité dans certaines conditions en particulier. En fait, le réseau maintenant est interconnecté au niveau de l'Europe. La France est majoritairement exportatrice d'électricité. D'ailleurs, on exporte quasiment la quantité de production éolienne de la France est en permanence exportée. Donc, on pourrait arrêter les éoliennes en France et simplement arrêter de la vendre aux autres pays européens et on n'aurait pas besoin d'éoliennes. Mais c'est qu'on produit avec le reste, d'accord. Voilà. Mais voilà, eux donc, sont en train de créer, puisque c'est les Pays-Bas, ils sont au ras de la mer, ils sont en train de créer des vastes zones de stockage d'eau avec quelques mètres d'écart par rapport à l'océan, enfin la mer du Nord, de manière à pouvoir justement jouer sur des systèmes accumulatifs. Voilà. Sur le solaire, pas sur le solaire photovoltaïque, mais sur le solaire thermique à haute température, on a des systèmes de centrales à concentration. Il y en a en Espagne en particulier, maintenant dans le désert du Sahara, Maroc.
où en fait on va concentrer dans des sels fondus une chaleur très importante, stockée dans le sous-sol, dans des grandes cuves, et qu'on va en fait réutiliser après pour reproduire de la vapeur et fabriquer de l'électricité à un moment donné. Donc on commence à créer des systèmes de stockage. Mais effectivement, on ne leur a pas réclamé, alors qu'on savait que le système était fatal en termes de production, éolienne et photovoltaïque, on ne leur a pas réclamé de système de compensation. Le problème, c'est qu'en Allemagne, le système de compensation, il a été principalement fait avec des centrales au charbon et au fioul, en particulier charbon, et du coup, en fait, on a énormément rouvert de mines de charbon, on a énormément exploité le charbon, et voilà, entre guillemets, quand un pays peut vouloir faire de l'écologie, il l'a fait, mais dès qu'il a besoin de relancer son économie, il ne regarde plus l'écologie. Et c'est entre guillemets hélas aussi ce qui se passe un peu en France, l'écologie, et les écologistes entre guillemets, ils sont bien quand tout va bien, puis dès que ça ne va pas, dégager. Voilà, c'est aussi un problème assez grave. La nature, elle subit tout sans brocher, ou elle commence un peu à brocher. Sur l'aspect de ce que vous disiez de climat, le CO2 humain ou autre, c'est vrai que j'ai mis longtemps et je ne suis pas encore convaincu que ce soit l'action humaine qui soit vraiment l'élément principal dans le changement du climat. Mais, là ça sera de la mauvaise foi, si ça peut aider les gens à réagir, je préfère qu'on le dise. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il faut dire aux gens, regardez la planète est en train de se dérégler, faites des efforts, il faut vraiment régler le problème, ça ne sera pas mauvais pour la planète, donc autant le faire. Après, voilà, moi je suis ou j'étais pas encore absolument convaincu que ce soit vraiment l'action humaine. Maintenant, j'ai tendance à voir la France. Et c'est vrai que la France, je ne vais pas dire qu'elle était déjà exemplaire ou pas presque en termes de gaz à effet de serre, etc. Parce qu'on avait voilà, le nucléaire, de l'hydraulique. La France avait le 20-20-20. En fait, on avait déjà, en termes d'émissions de CO2, d'avance sur beaucoup d'autres. Avec du nucléaire, je le répète encore une fois, on aurait mieux fait peut-être de ne pas trop privilégier ça. Parce qu'on a fait du gaspillage avec. En fait, on a créé soi-disant une électricité pas chère parce qu'on n'a pas intégré les coûts au démantèlement des centrales nucléaires. Et donc on a dit aux gens, mettez des radiateurs électriques chez vous, l'électricité est pas chère, chauffez-vous à l'électrique. Bon, mettez même pas du double vitrage ou triple vitrage, c'est pas la peine, vous avez l'électricité qui est pas chère. C'est vraiment une mauvaise façon de penser. Voilà. Mais on ne revient pas sur 30 ou 40 ans de décisions politiques. Je vais laisser poser des questions. Alors moi je suis élue, là. J'ai l'impression que vous n'aviez pas une bonne opinion des élus. Je suis maire d'une commune de 500 habitants où on va être impacté par un projet éolien du Mont des Quatre Faux, donc 52 éoliennes sur 7 communes. Donc c'était Wind Vision à l'origine qui était au projet, qui a été racheté par EDF Énergie Nouvelle. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on est en cours, on est un peu essoufflé, on en a un peu marre de la communication. Là ça vient d'être racheté donc, par EDF Énergie Nouvelle, donc la communication a l'air d'être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus citoyenne. Donc on espère que ce n'est pas de la démagogie, mais que c'est du réel. Mais les élus ne s'en fichent pas de leur territoire. Alors moi j'ai ressenti ça un peu dans vos paroles. On est loin de s'en fiche, on est loin de ne pas être préoccupé par nos habitants. Mais l'éolien c'est quand même, surtout 52 éoliennes. Nous, la Neuville, on serait sur 15 éoliennes, donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Et puis on est déjà impacté par les pylônes électriques en haute tension. Donc on connaît déjà un peu les retombées aussi financières des pylônes, donc c'est pas négligeable pour une commune. Donc l'économique c'est pas prioritaire, mais c'est quand même ce qui fait tourner la machine. Donc faut pas taper sur les élus. C'est ça que je voulais vous dire. Je crois qu'on est très préoccupés et puis au niveau technique on s'y connaît pas. Donc c'est vrai qu'à un moment ou à un autre on fait confiance aux gens qu'on a en face de nous. De mémoire, mais ça demande d'être vérifié, ça je préfère. EDF Énergie Nouvelle est détenu à 90% par du privé. C'est pas EDF, c'est vrai qu'on se présente des fois et vous devez tous recevoir des appels je vous appelle de la part d'EDF, Le Ciel, etc. Et en fait ce sont des sociétés privées qui n'ont pas rapport avec EDF, qui sont juste estampillées comme installateurs ou autres, qui se montrent de leur. EDF Énergie Nouvelle de mémoire est privé et la même chose que notre promoteur éolien, comme les autres. Croire à leur discours. Alors nous, notre projet, à l'origine, il était 7 MW par éolienne. 7 Non. Ah si, ça c'est sûr. Vision, en fait, c'est un promoteur assez particulier. C'est que des projets où il implante des éoliennes offshore en onshore. Ah ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est très particulier, mais... Ah, j'étais pas au courant de ça. C'est vrai que
j'ai eu un haut et un bas dans mon occupation par rapport aux éoliennes. Je connais voilà, les éoliennes offshore, on pourra parler des éoliennes qui doivent être mises prochainement, ça se fait en offshore. Mais des éoliennes offshore, onshore, c'est pas mal, ouais, parce que 7 MW, ça doit être impressionnant en termes de nuisances supplémentaires par rapport à des 2 MW. Mais disons que nous, ils impactaient 5000 hectares. Enfin, sur la superficie totale où les éoliennes étaient implantées, c'était 5000 hectares. Et on se disait, 7 MW, non, elles sont rentables. Et maintenant, on nous dit non, on va faire des 3, maximum, 3,5. Et parce qu'avant, c'était pas rentable. Donc nous, enfin moi personnellement, je suis outrée parce que je me dis, si ça avait eu lieu, on nous dirait maintenant que le projet n'est pas rentable. Ça montre qu'une partie de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi. Le problème c'est que voilà, ce qu'on combat le plus dans tout ce qu'on peut avoir à faire, c'est la mauvaise foi. Voilà. Et c'est à tous les niveaux, hélas. Il y a énormément de mauvaise foi et ça c'est ce que je regrette le plus. On pourrait dire la vérité, ça obligerait peut-être à devoir faire les choses différemment, mais on les ferait certainement mieux. Et la mauvaise foi fait qu'on essaie de faire passer des souris pour des chats et des chats pour des lions. Après, je pense qu'il y a quand même différents types de promoteurs. Enfin, moi, j'en ai interrogé pas mal. Celui qui met des éoliennes offshore ou onshore, il a déjà des pratiques très particulières, ne serait-ce que ce que je disais tout à l'heure pour la façon d'aborder les communes. Ils ont quand même un code éthique qui est un peu douteux par rapport aux autres. Enfin, ils impliquent quand même très peu les gens et je pense que c'est difficile de lire dans leur discours le vrai du faux puisqu'ils sont un peu seuls à faire ce type de projet et c'est un peu difficile d'avoir du recul par rapport à ça. Parce que, en fait, ce que vous disiez aussi tout à l'heure et ce qui ressort quand même de votre discours, c'est que finalement, ce qui pose vraiment problème dans l'éolien en France, c'est le fait qu'il soit majoritairement porté par des promoteurs privés et que du coup, il y a tout un jeu de spéculation autour de ça qui crée des tensions. Mais c'est ça, mais la difficulté principale pour l'acceptabilité des éoliennes. C'est pas que l'éolien en soi est malmené ou que tout est. C'est que c'est devenu une niche fiscale en fait. C'est ça qui pose des difficultés. Pour donner une petite idée, ils annoncent quand même 8 000 € par an par éolienne aux agriculteurs. Oui. Donc vous imaginez que l'agriculteur, il ne peut pas dire non. L'agriculteur est gagnant. L'agriculteur, effectivement, en termes de loyer, est gagnant. Et aussi, il y a une chose aussi, je pense, qui est importante quand on parle de la baisse du foncier. Il y a différents types de communes aussi. Quand on est dans des communes comme en Champagne-Ardenne, où comme vous disiez, il y a des budgets qui sont peu importants, où on ne peut pas développer certains, par exemple, l'enfouissement des câbles, les salles des fêtes, etc. L'arrivée de projets par le mécénat qui est proposé par les promoteurs peut permettre de développer des services collectifs qui ne peuvent pas être financés autrement. Donc dans certains espaces, il peut y avoir une baisse du foncier conséquente à l'arrivée d'un parc. Dans certaines communes, on voit quand même qu'au contraire, ça permet de développer certains services à la population qui font qu'il y a de nouveaux arrivants et finalement, c'est pas forcément une baisse du foncier puisque ça peut revitaliser certaines communes rurales, très petites communes rurales. Donc ça aussi, je pense que c'est à nuancer. C'est pas systématiquement une baisse du foncier. Ce qui est important aussi, c'est qu'en Champagne-Ardenne, tout à l'heure, on parlait de la règle des 500 mètres. C'est vrai qu'au niveau de la loi, il y a la règle des 500 mètres qui est obligatoire. Après, ce qu'on observe vraiment, là je parle que de la région Champagne-Ardenne et des parcs que j'ai étudiés, c'est que majoritairement, les premières éoliennes sont installées au moins à 800 voire 1 km des habitations parce qu'il y a de grandes étendues et on va pas mettre une éolienne à 500 mètres parce que l'obligation, légal, c'est 500 mètres. On les met plus loin. En Champagne-Ardenne, c'est comme ça. J'ai l'exemple d'Aurigny-Sainte-Benoît où il y a déjà un parc éolien installé, celui qui appartenait à un moment donné à Ikea, où il y a quelqu'un qui est venu aménager dans le village, qui a acheté une maison tout au bout du village pour avoir la tranquillité, et qui s'est aperçu tardivement, parce qu'il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit divulgué par le notaire ou autre, s'il y a des choses prévues là-dedans ou autre, si vous ne vous renseignez pas, c'est trop tard pour vous, qu'elle allait avoir une éolienne à 300 mètres. Ah, c'est 500 mètres 300 mètres. Mais elle ne devait pas avoir la bonne taille à l'époque, etc. C'était à l'époque du projet, on ne les avait pas prévenus qu'il y avait une éolienne si proche, et personne dans la commune leur avait dit. Mais on s'était dit, c'est pas grave, c'est des étrangers qui achètent là, entre guillemets, c'est pas grave, ils auront une éolienne. Sinon la maison était invendable, donc on n'allait surtout pas leur dire. Quoi, en fait, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des aberrations. Par exemple, en tout, il y a 27 services
instructeurs qui sont consultés pour les projets. Normalement, en principe, quand une commune s'oppose au projet ou qu'il y a une association qui écoute le projet il passe par le permis de construire et pas accordé. Il y a certains exemples, je crois que c'était l'Épinette au bois ou je sais pas, où malgré tout un tas d'avis défavorables, le préfet a autorisé la construction du parc. Enfin, il y a toujours des cas exceptionnels comme ça, mais c'est pas non plus la majorité. Ils ont cherché énormément à simplifier la possibilité de recours administratif, justement en inventant maintenant le recours administratif abusif, et que les associations qui font des recours comme ça pour ce genre de projet-là vont se faire attaquer en retour et vont devoir sur les biens personnels des gens, parce qu'une association, c'est des présidents qui sont responsables, etc. Donc maintenant on brandit cette menace de recours abusif pour pouvoir justement empêcher l'opposition. Après on est dans empêcher l'opposition à certains projets d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, de gros barrages à Sivins ou autres. Voilà, après, on est dans une opposition à certains projets. Moi, je dis qu'il faut quand même appliquer une certaine raison à ça. Et qu'à partir du moment où justement on éliminerait la mauvaise foi de ces projets-là, où on réfléchit vraiment à la façon de faire, on arrive à essayer de trouver quelque chose qui soit raisonnable. Le problème, c'est que quand il y a des gens de mauvaise foi, quand la raison ne s'applique pas parce que c'est l'aspect financier qui prime, à ce moment-là, on lamine complètement les habitants de la région, parce que le but, c'est une manière d'exploiter une ressource qu'ils ont la chance d'avoir, c'est plus ou moins l'espace libre et de ne pas trop se plaindre. Et il y a des projets pharaoniques qui sont aberrants. Encore par chez moi, entre guillemets, c'est le canal Seine-Nord. Vous avez peut-être entendu parler, c'est un canal à grand gabarit qui permettrait de relier les ports de Hanovre et autres, toute la région des Pays-Bas, la Hollande, etc., à Paris pour pouvoir transporter énormément de marchandises, etc. Ça créerait des centaines de milliers d'emplois, on créerait des pôles multimodaux avec l'aéroport de Roissy, des camions partout, etc. Un projet, bien évidemment, les premiers promoteurs et politiques ont dit ça va coûter 3 milliards, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas cher, regardez, ça va créer des centaines de milliers d'emplois, etc. Mais dès que le projet a été pondu et que les politiques ont essayé de le défendre, les associations en face se sont mis à calculer des chiffres de manière un peu plus raisonnée. Ils se sont aperçus que le projet allait plutôt en coûter 10, que ça allait créer très peu d'emplois, ça allait juste les déplacer. Etc. Et en fait, on s'est aperçu que la rentabilité de ces projets-là était illusoire. C'était encore une fois un projet pharaonique sans intérêt réel pour la collectivité. Voilà. Et favoriser le maritime, pourquoi pas? Moi, ça fait longtemps que je souhaiterais plutôt qu'on favorise le ferroutage. Mais bon, peine perdue. C'est pas complètement la faute à SNCF, mais il y a beaucoup de gens qui s'acharnent pour essayer de contrecarrer le ferroutage, et l'abolition de l'écotaxe poids lourd participe à favoriser comme des camions sur les routes et éventuellement des camions étrangers qui traversent la France sans même consommer de l'essence française, française ou autre. Et je veux dire que c'est... Encore une fois, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire passer l'écotaxe. C'est aberrant. C'était pour moi quelque chose vraiment d'intéressant en termes de taxation. On peut dire qu'une taxe est intéressante, mais en fait la taxe pouvait être utile à obtenir un objectif, à atteindre un but. Et le fait de l'abolir détruit complètement tout ce... Il y a eu des bonnets rouges, oui, et on sait que la Bretagne est peu desservie par le ferroviaire, et faire payer de l'écotaxe quand on n'a pas de solution alternative au transport routier, bah, ça pose problème. Même ça pose une question. La taxe allait servir à quoi? Après, bien évidemment, si on considère comme beaucoup de taxes qui ont été créées pour certaines choses, comme la vignette automobile qui faisait payer la retraite de ceux qui n'avaient pas cotisé, qui après a été accaparée pour d'autres choses, c'est vrai que si l'écotaxe n'allait pas servir à réaméliorer les infrastructures routières et à reverser à ces petits transporteurs routiers qui ont peut-être des difficultés, etc., et qu'elle allait être accaparée par autre chose, clairement, on effaçait complètement l'objectif qui était associé au projet. Voilà. Mais si on devait faire ce qui avait été prévu avec l'argent qui allait être retiré de l'écotaxe, ça allait être bénéficiaire pour ces gens-là. Oui, le problème aussi de l'écotaxe, c'était que ça allait marginaliser encore plus certaines populations qui sont complètement dépendantes de leur voiture, qui n'ont pas forcément les moyens. L'écotaxe ne touchait pas le... Si, parce que ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre autre chose que leur véhicule personnel, du coup, ils allaient... L'écotaxe touchait qui quand même?
Oh, c'était les poids lourds. C'était les poids lourds. C'était les poids lourds uniquement. Entre guillemets, les quotas, vous la payez déjà parce que vous payez votre essence avec une taxe énorme, alors qu'un routier va payer un gasoil au prix du fuel, entre guillemets, domestique, qui est moins cher. De mémoire, il y a un fuel pour les agriculteurs, il y a un fuel pour un diesel pour les camions, et il y a le diesel que vous mettez dans votre voiture. Mais voilà. Je peux certainement me tromper aussi, et comme je refuse la mauvaise foi, si je me trompe, il ne faut pas hésiter à me le dire. D'accord? Parce que justement, c'est quelque chose que si je le dis, c'est que j'ai dû l'avoir lu quelque part, ou que mon cerveau peut me faire défaut, il faut me reprendre si je dis une bêtise, parce que ça peut arriver. Involontairement, ça peut arriver. On a fléché le capitalisme et les promoteurs. C'est qui les promoteurs en Champagne, en Picardie? Il y a des types de promoteurs? Des types de promoteurs, c'est-à-dire il y a des promoteurs, il y a ceux qui sont comme EDF, Enel, EDF, Enel, EDF c'est les grandes sociétés. Les grandes sociétés, Enel c'est l'équivalent d'EDF en Italie par exemple, donc il y a ces deux-là. Après il y a des promoteurs qui utilisent un peu plus citoyens entre guillemets, il y a Valorem et Ostwind, voilà. Et sinon, après, dans les autres promoteurs, il y a WinVision qui était un peu particulier là, avec ses projets. Sinon, il y a quelques la compagnie sociétés. du vent. Là, c'est vrai que de tête comme ça, je vais peut-être pouvoir en citer 3 ou 4, mais en fait, vous faites une recherche sur Internet de compagnies, promoteurs éoliens, etc. Vous allez trouver des listes très importantes. Il y a des compagnies installées en France qui ont du personnel français, il y a des compagnies qui sont basées dans d'autres pays, ça se revend, ça se rachète dans tous les sens. C'est beaucoup des cabinets de conseil, certaines possèdent après leurs éoliennes, revendent des parts à des investisseurs. En fait, elles ont le but de autant trouver des endroits où installer des éoliennes que de trouver des gens pour investir dedans. Voilà, et c'est leur métier. Et en termes d'emploi, oui, par rapport à ça, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'en parler. En Champagne-Ardenne, il y a peu d'emplois qui sont créés par rapport à ça, parce que maintenant, comme je le disais, avec la complexification des normes réglementaires, il y en a beaucoup qui ont coulé, donc maintenant c'est surtout des grosses sociétés. Et en fait, il y a une antenne A3 d'Enel, mais c'est pas des gens qui travaillent à plein temps à 3, sinon ils ont leur siège à Lyon. Et comme on est très proche de la région parisienne, tous les bureaux d'études, les sociétés, etc., c'est très simple pour eux de venir, donc forcément ça ne crée pas d'emploi très localement. Après, vous l'aviez évoqué tout à l'heure un peu, une éolienne elle est vendue avec un contrat de maintenance de la part du constructeur. Donc même si en Champagne-Ardenne, le lycée Bazin a mis en place un BTS de maintenance, etc., pour former des gens, pendant 15 ans, c'est le constructeur qui assure la maintenance de à peu près. Employer des gens locaux, oui, mais il en emploie très peu parce que c'est pareil, l'Allemagne c'est très proche par exemple, les Mercon, ils n'ont pas besoin de faire appel à des gens locaux. Donc en termes d'emploi, c'est vrai qu'en Champagne-Ardenne, ça en a quand même créé très peu, d'autant plus qu'au niveau industrie, à un moment il a été question qu'une entreprise crée des composants d'éoliennes, mais c'était une personne qui devait réinvestir énormément dans son entreprise pour pouvoir répondre à la commande. Et en fait, il était en fin de... voilà, il n'avait pas l'envie de réinvestir, du coup c'est parti dans d'autres régions, c'est la Bourgogne qui a eu le contrat. Finalement, très localement, c'est vrai qu'il y a très peu d'emplois quand même qui sont créés en Champagne-Ardenne en rapport avec l'éolien. C'est quelque chose qui m'a un peu surpris quand j'ai regardé il y a quelques jours la carte de production d'électricité en Champagne-Ardenne. Vous avez une centrale nucléaire qui a été installée, mais elle a été installée le plus loin possible. Pour ceux qui voient sur une carte, elle ne va pas être là, mais c'est vraiment sur le petit bout du petit bout qui est le plus vers la Belgique et le Luxembourg là-haut, c'est vraiment le plus loin possible. Si ça pète, on se dit qu'il y aura la moitié qui... C'est encore les Ardennes. Oui. C'est-à-dire que si ça pète, on va peut-être l'espoir que ça aille à moitié chez eux, à moitié chez nous, que ça s'arrête à la frontière ou autre. Voilà, je veux dire, peut-être qu'on l'a mis à un endroit où les Français l'acceptaient. Je pense que les voisins de l'autre côté ne doivent pas obligatoirement être super contents d'avoir ça à côté de chez eux. Ça, c'est pour bondir sur le note in my backyard ou tout ce que je peux avoir comme nuisance. C'est vrai que même sur les éoliennes offshore, qui doivent être situées à 4 ou 5 km du bord de mer ou autre, on a toujours les gens qui habitent sur le bord de mer qui ne veulent pas les voir, même à 5 km. Des pêcheurs qui vont vous dire que ça va complètement faire disparaître le poisson, etc. Voilà, tout ça c'est aussi une
peu de mauvaise foi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai dit, l'histoire des pas moins de 500 mètres des habitations, etc. Pour moi, c'est vrai que si on se dit, voilà, il faut des éoliennes, même si j'aurais préféré qu'on mette autre chose. Moi, ce que j'ai dit aux promoteurs de la société éolienne qui était venu pour voir dans le village s'ils pouvaient mettre des éoliennes, vous parliez de quelque chose comme 8 000 € par an pour un agriculteur. C'est 8 000 € par an. Hein. Voilà. La même éolienne va rapporter au promoteur pendant le même temps 1 million d'euros. D'accord, on va dire que c'est pas tout à fait la même proportion en termes de gains. C'est des miettes, dans tous les cas, que ce soit même au niveau de la commune, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est des miettes. Moi, j'avais dit à la personne, compte tenu que vous créez le dossier, vous faites fabriquer après les éoliennes par des étrangers ou autres, j'aimerais bien que ça soit fabriqué en France, donc on met en place une production française du monde éolienne, mais qu'après, voilà, vous, au choix, soit vous nous faites participer tous les gens, donc sous forme d'une indemnité de présence d'une éolienne à proximité, qui fait que soit on aura l'électricité moins chère, soit on va avoir en fait une compensation par rapport à la perte de valeur de notre maison, ou, ok, parce qu'ils voulaient en mettre à un moment donné presque 200 autour de chez nous des éoliennes. Je veux dire, mais dans ce cas-là, ok, vous rasez le village, vous nous construisez un écoquartier dans un endroit où ça sera super, avec des maisons toutes neuves, adaptées peut-être à la dépendance des gens, etc., bien isolées, tout ça. Ça va représenter un pouillème du coût de ce que va vous rapporter le projet éolien, mais pendant ce temps-là, au moins, nous, on ne se plaindra pas puisqu'on aura une compensation de la nuisance potentielle qu'on aurait pu avoir en restant autour d'éoliennes. Sinon, ils ont tout bénéfice pour eux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est pas dans mon jardin des éoliennes, mais c'est pas dans mon jardin une centrale nucléaire, c'est pas dans mon jardin une puits pour du gaz de schiste, etc. Enfin, je veux dire que, voilà, il y a deux choses, c'est nuisance ou pas nuisance. Moi, je veux bien dans mon jardin une petite centrale géothermique individuelle qui va me permettre, avec une pompe à chaleur sur ma centrale géothermique, de faire d'énormes économies d'énergie. Moi, je la veux bien, ça, dans mon jardin. Je veux bien dans mon jardin un petit méthaniseur, je fais du compost. Je pourrais transformer mon composteur en méthaniseur, je pourrais produire du biogaz que je pourrais utiliser moi-même. Ça, je le veux bien dans mon jardin. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je veux dans mon jardin, il y a des choses que je ne veux pas. Et effectivement, vous ne voulez pas d'une usine Céveso2 à proximité de chez vous, vous ne voulez pas d'une porcherie avec 300 porcs sur du béton à 50 mètres de chez vous, etc. Je veux dire que voilà, il y a quand vous choisissez quelque part un cadre de vie, et je pense que si on choisit la Champagne-Ardenne, si on choisit l'Aisne, si on choisit d'autres régions au sud de la France ou autre, ça va être pour le climat, ça va être pour le calme, ça va être pour peut-être des maisons pas chères avec des grands terrains, ça va être pour certaines choses, mais surtout pas pour avoir 400 éoliennes autour de chez soi. Voilà. Et actuellement, les premières éoliennes, c'est vrai, ont été installées dans des endroits où justement ça ne gênait pas du tout les populations. Elles ont été assez bien acceptées puisqu'elles ne généraient pas de nuisance. Là maintenant, c'est le nombre qui génère la nuisance. C'est ce qu'on appelle la co-visibilité des parcs. Vous ne faites plus quelques kilomètres dans la campagne sans voir un parc là, un parc là, un parc là. Ça ne devait pas avoir lieu, ça. Puis vous avez même Nicolas Sarkozy qui prend l'avion pour aller chez plus où et qui fait la remarque en passant dans le Nord-Pas-de-Calais, ah, les éoliennes c'est bien, mais quand il y en a beaucoup, c'est vraiment pas bien, quoi. Et effectivement, quand vous allez dans certains coins de Nord-Pas-de-Calais, c'est des champs d'éoliennes partout, c'est... Même Sud-Champagne, Nord-Bourgogne. Et là, quand on voit que si on considère qu'à peu près les éoliennes faisaient 2 MW, en Champagne-Ardenne, on doit être à peu près à 700 éoliennes installées. En Picardie, on doit être à 650 éoliennes installées. Enfin, je veux dire que c'est des quantités qui commencent à devenir importantes et qui dépassent pour moi le seuil d'acceptabilité des populations, ne serait-ce que de les voir autour de soi. Not in my backyard, but which future for the winter. L'arbre avant. Quel devenir? Quel devenir? Pour l'arbre avant. Parce que ça, c'est bien dans son arrière-cour, dans son jardin. Le projet d'arbre avant. Alors oui, là on parle après maintenant éventuellement d'éoliennes plus petites, les éoliennes de pignon par exemple. Les éoliennes de pignon, les arbres avant. Voilà, l'arbre avant, c'est avec des feuilles qui tournent, en fait voilà. Ça ressemble à un truc, c'est l'intégration. Le problème, c'est que, je l'ai expliqué tout à l'heure, le vent il est en altitude. Les éoliennes de pignon, les arbres avant sont des escroqueries monumentales. Je ne comprends vraiment pas comment on a pu laisser des sociétés vendre et promettre des rendements, etc., et des efficacités à ces trucs-là. Beaucoup de gens qui les ont installés. Je crois pas que l'arbre avant soit déjà sur le marché. Il a été présenté aussi avant tout comme une œuvre d'art. Une œuvre d'art, à la rigueur, pourquoi pas. Voilà. À Toulouse, ils ont fait des planches, des trottoirs, où quand vous marchez sur le trottoir, ça permet d'alimenter la batterie du lampadaire. Qui est la nuit après va avec la... Que ce soit des idées. Je suis tout à fait pour l'innovation pour qu'on essaie de trouver des idées permettant d'améliorer certaines choses.
c'est pas un problème, hein, donc je suis tout à fait pour qu'on essaie de trouver des innovations. Il y a des innovations par contre qui me font énormément m'énerver. Ça a été, par exemple, l'une des dernières, j'avais un professeur qui appelait ça des tartes à la crème, en fait, c'était plus c'est gros, plus c'est appétissant et plus c'est une énorme connerie. C'était ce qu'on appelait la séquestration du CO2. Vous savez, le CO2 c'est pas bien. Bon, le CO2, il faut pouvoir le séquestrer. Donc les anciennes mines, les anciennes le gaz à lac, éventuellement même on voulait reconvertir les hauts fourneaux de Florange pour séquestrer du CO2. Alors, moi je me dis, à lac, on va utiliser là où on a extrait le gaz, on va essayer de pousser du CO2, puis après on va mettre un bouchon, on va espérer qu'il ne ressorte pas. D'accord, sous forte pression ou autre, ou liquéfié ou n'importe quoi, pourquoi pas. Mais je veux dire, attendez, séquestrer du CO2, les arbres ils font ça depuis des millions d'années, ils font ça très bien, plantons des arbres. D'accord, ils fabriquent bien de l'oxygène. Il faut savoir que, entre guillemets, je veux dire qu'il y a des solutions tellement simples, que pourquoi est-ce qu'on va vouloir créer des solutions compliquées qui pour beaucoup ne marcheront pas et qui sont des aberrations, quoi. Moi j'ai déjà, je sèche déjà mon linge au solaire et à l'éolien. J'ai un étendoir chez moi. J'ai pas de sèche-linge. Je mets mon linge dehors, quand il y a du soleil et du vent, il sèche. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas spéculatif. Effectivement. Effectivement. Bon, je propose qu'on arrête là-dessus, sur cette belle image. Merci beaucoup. C'est aussi. C'est intéressant.